Au cœur de l'impensable. Un ouvrage de Jean-Marc Mantel, aux éditions Via Directa. Extrait. Vous considérez que la spiritualité est importante pour la santé mentale. De quelle façon? Tout en chacun, tôt ou tard, est amené à se poser des questions sur la nature de la vie, sur la nature de la mort, et sur ce qui régit ses principes de base. La quête spirituelle part du pressentiment d'une dimension qui transcende la matière. C'est elle qui amène les êtres à se recueillir dans les lieux de culte. Exclure ces questions essentielles du champ de la psychiatrie, comme on le fait aujourd'hui, est absurde. L'être en souffrance, qui exprime son mal-être à travers la crise ou la démence, est aussi habité par une quête de vérité et de réalité. Le thérapeute averti doit avoir suffisamment exploré ces questions pour pouvoir accompagner son patient dans sa réflexion et l'aider à clarifier le lien entre la crise et la quête. Les notions de névrose et de psychose ont-elles encore un sens aujourd'hui? Ces notions datent de la fin du XIXe siècle. Il est certainement nécessaire de les remplacer par une vision énergétique plus subtile qui évite l'enfermement dans des diagnostics hasardeux qui enferment plus qu'ils ne libèrent. La nosographie psychiatrique a un intérêt au niveau de la communication des informations, mais a l'inconvénient majeur de réduire l'être à un diagnostic, ce qu'il n'est pas. Il convient donc de laisser la nosographie à une place fonctionnelle, et non de la confondre avec la réalité d'un être qui ne peut être enfermé dans une boîte rigide. Pouvez-vous nous expliquer la sagesse non duelle qui est très importante pour vous? La notion de sagesse non duelle est présente dans de nombreux enseignements, tant orientaux qu'occidentaux. Elle pointe vers l'unité de la conscience qui gît en amont de la diversité de ses expressions. Ce qu'on nomme non-dualité n'est rien de plus que l'unicité de l'être dans son essence. Celle-ci est inapparente, car toute notre attention est portée vers la multiplicité. Ce n'est que lorsque la multiplicité a épuisé ses charmes que le regard est amené à se tourner vers l'unité d'arrière-plan. Qu'est-ce que la dualité? La pensée fonctionne de manière duelle. Dès que la pensée-moi jaillit de l'esprit, le non-moi est créé. C'est ainsi que la pensée fonctionne par paire d'opposés, positif, négatif, bien, mal. La conscience, qui est le témoin des pensées, échappe à cette division. En retournant l'attention vers ce qui précède la pensée, l'inanité du jugement est vue et peut alors s'effacer. Vous développez aussi le lâcher-prise. Quels conseils pourriez-vous donner pour atteindre ce but? Le lâcher-prise ne peut être le fruit d'un effort. Il se produit dès lors qu'est constatée l'inutilité de la saisie. C'est donc la saisie qui doit être observée, tant sur le plan mental que corporel. Le corps traduit merveilleusement la perspective mentale. Dès qu'il y a dispersion dans les brumes de l'agitation mentale, le corps se met en tension et exprime ainsi, à sa manière, la tendance à la projection et à vouloir trouver au loin ce qui est au plus près. La méditation est-elle pour vous une des clés de notre évolution personnelle? Oui, bien sûr. Mais celle-ci doit être bien comprise et non confondue avec la concentration. La concentration est une étape dans la méditation, dans la mesure où elle ramène l'esprit au présent et le libère de sa tendance à se disperser dans les pensées du passé et du futur.
mais elle contient encore une tension qui, tôt ou tard, doit se résorber dans une attention sans tension. Ce n'est qu'à ce prix que se dévoile la paix désirée. Quelle voie conseillez-vous pour atteindre la connaissance du soi? L'écoute et l'observation sont les seuls outils dont nous disposons pour comprendre la nature de notre esprit et son interaction avec le corps et le monde. Apprendre à écouter et à observer est tout un art. C'est un art de la réceptivité, de la sensibilité et du non-jugement, nécessaire pour que le regard se dégage du poids de la mémoire. La compréhension ne peut se faire qu'à travers un esprit apaisé. Toutes les approches qui favorisent l'éveil d'une telle tranquillité sont propices à une maturation de la compréhension. Quelle place donnez-vous aux approches corporelles type sophrologie, yoga, qigong? Ces approches sont une école de la vie au présent. En effet, en ramenant l'attention aux sensations corporelles, l'accent n'est plus mis sur les pensées, qui tendent à envahir le champ de la conscience, mais sur les perceptions présentes. C'est donc un moyen de se libérer de l'emprise des projections mentales et d'apprendre à se réjouir de ce qui est là, maintenant. Et qu'en est-il de la respiration? La respiration est un enseignement complet à elle toute seule. L'inspiration est un analogue de la création. Elle jaillit à l'instant qu'elle choisit. Elle se déroule suivant l'amplitude qui lui convient. L'expiration présente une analogie avec la mort. Elle est un vidage de toutes les tensions, intentions et préoccupations, et s'éteint dans le silence de l'écoute. Auriez-vous un souhait à formuler quant à l'avenir de la psychiatrie? Oui, qu'elle devienne une discipline véritablement globale, inscrivant l'être humain en souffrance dans un espace élargi qui inclut le corps, la personnalité, l'environnement et le monde. Cette expansion est en soi une bénédiction. La souffrance est constriction. L'expansion est joie. Les institutions psychiatriques devraient ainsi être des lieux consacrés à la santé, dans tous les sens de ce terme. La compréhension, l'alimentation, la méditation doivent s'intégrer dans l'arsenal thérapeutique, non pas comme des palliatifs, mais comme des approches curatives. Le médicament doit trouver une place qui n'est plus celle d'un étouffeur de conscience, mais d'un soutien transitoire à la résolution des crises. Cela permettrait d'éviter les désastres qu'on voit encore trop souvent, dans lesquels l'individualité est bafouée et la santé ignorée.